Bonsoir à tous, désolé pour les problèmes techniques, c'est un petit peu à l'arrache ce soir. Pas de stream YouTube à cause de quelques problèmes techniques. Alors, c'est pas dû à la pluie, malheureusement. On aurait pu avoir cette technique. Mais voilà, on est là. Donc, après match, un partout pour ce derby à Geoffroy Guichard. Un match assez fou. Un match assez fou avec un but à la 42e, alors 41 plus une minute hein, pour ne pas dire le nombre maudit. Bonsoir Melt, bonsoir Taken, comment allez-vous messieurs? Bonsoir, bonsoir Tassio, bonsoir Tekken, bonsoir à tous. C'est un match frustrant, je dirais. Oui, un match frustrant où on se prend un but à la 94e, euh, un but sur penalty. Alors, il y a eu des faits de jeu en seconde période. Il y a eu une première période qui était avec du football très léché, hein, on va pouvoir dire. Taken, comment tu l'as trouvé cette première période, ce début de match? Bonsoir à tous. Première période qui était très intéressante, j'ai trouvé. On a eu beaucoup d'actions, beaucoup de spectacles. Un match avec beaucoup d'intensité. C'est vrai que pour un derby, on pouvait s'y attendre. Et sur ce point-là, on a été servi, ce que j'ai trouvé vraiment appréciable. Après, sur la seconde mi-temps, bon, on en reparlera un peu plus tard, mais le match s'est complètement emballé dans le mauvais sens. Et ça a donné la fin qu'on connaît avec un score qui, je pense, frustre beaucoup de monde à l'issue de ce match. Ouais, c'est c'est un peu ça. Ça avait très très bien commencé hein, pour nos Gones. On a eu beaucoup d'occasions. On a eu un très grand gardien côté stéphanois, Green, qui prenait le relais hein, de Stéphane Ruffier, qui a eu quelques problèmes la saison dernière avec son coach. Mais en tout cas, un très grand match, un très grand derby, j'ai trouvé, que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans le scénario aussi, même s'il n'est pas forcément à notre avantage, on peut dire que ça a été euh, un match palpitant. Un match, en tout cas, moi j'ai vraiment aimé le suivre ce soir. Oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire, clairement, hein. Clairement, sans doute qu'en plus, on avait une équipe de Sainté qui arrivait un petit peu au fond du seau, si je puis dire. Dernier de Ligue 1, 4 points pris, je crois, ou 3 points pris. Enfin, c'était vraiment la débandade pour eux en termes de début de saison. Et là, on va dire, ce match-là les a un petit peu galvanisés, les joueurs de Claude Puel, on les a vus, hein. Il y avait pas mal de justesse technique en première mi-temps. Tu sentais des joueurs qui avaient envie de faire quelque chose, qui étaient un petit peu surmotivés par l'enjeu. Et au final, on va dire que l'arbitre et leur motivation les a un petit peu récompensés avec ce point du nul qui est un bon point pour eux quand tu sais un petit peu d'où ils repartent et d'où ils viennent aussi, surtout avant ce soir. Saint-Etienne pour qui la dernière victoire remonte à un match amical, c'était en fin juillet je crois contre le GF38. Une victoire donc contre un club de Ligue 2. Depuis, c'est beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls, mais pas très peu, zéro victoire. Là encore, Saint-Etienne, certes, qui arrache le match nul, mais qui continue sa saison de Ligue 1 sans victoire, qui est actuellement 20e et bon dernier de Ligue 1. Et pour l'OL, c'est dommage, c'était une occasion de repasser à la 4e place, je crois, vu qu'il n'y a pas eu pas mal de matchs nuls, voire défaites, côté marseillais notamment. Euh, c'est une opportunité manquée, Melt. On aurait été cinquième si jamais on avait gagné ce match-là, parce qu'on aurait été derrière Paris, derrière Nice et derrière Lens qui est deuxième, et derrière surtout Angers qui a encore gagné cet après-midi contre Metz. Ouais, c'est dommage. C'est pas forcément le, le plus impactant, on va dire, vu qu'on est vraiment sur le début de la saison. On n'a pas encore rencontré toutes les équipes, donc il y a encore de la marge. Mais oui, c'est dommage de perdre 2 points contre le dernier de Ligue 1. J'espère, entre guillemets, que ça permettra, si Saint-Etienne lutte pour le maintien, ce qui risque d'arriver, pour préserver le derby, s'ils arrivent à se maintenir au point près, on pourra dire que l'OL a filé un petit coup de pouce. Ce serait, entre guillemets, la belle histoire du Ouais, derby, parce au qu'il moins pour est, continuer. c'est assez embêtant de perdre encore des points en toute fin. On rentre déjà dans l'analyse, c'est vrai, mais on perd encore on perd 2 points à la dernière seconde.
Contre Paris, on en perd un. Contre Clermont, on en repère des deux avec le but à la dernière seconde du 3-3. C'est pénible, quoi. Et c'est quelque chose qu'il va falloir savoir régler avec cette trêve qui arrive. Absolument, ouais. Et d'ailleurs, ce qui va rendre amer, c'est même pas forcément de perdre des points dans l'absolu, c'est plutôt de les perdre avec le scénario qu'on connaît. Encore une polémique arbitrale, encore un carton rouge. Je crois que c'est le 4e pris en 9 matchs de Ligue 1 côté lyonnais, donc ça fait déjà énormément et beaucoup, surtout beaucoup trop. Donc tout ça laisse beaucoup de frustration parmi les supporters et honnêtement, c'est compréhensible. C'est compréhensible d'avoir autant de frustration. C'est le 4e en 8 matchs. L'OL prend 2 cartons rouges, enfin prend un carton rouge tous les 2 matchs de Ligue 1. Ouais, voilà, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop pour pouvoir avoir une compétition stable. Alors, on a eu un petit peu de chance, si on peut dire, au niveau des blessés, où on n'a pas eu trop de blessés. Alors, on a eu peut-être une accumulation de blessés à un même poste, le numéro 9, où ce soir on avait encore une fois Lucas Paqueta qui était aligné en ce poste d'attaquant axial. Derrière lui, on avait un Karl Toko-Ekambi, Oussem Aouar et Shaqiri, avec un Oussem qui a marqué son deuxième but en Ligue 1, deux buts en 2 matchs pour lui. Lui qui avait eu du mal à scorer, à débuter la saison, à trouver un petit peu sa place, mais on en parlera un petit peu quand on rentrera dans l'analyse. Un Oussem Aouar qui, je trouve, a trouvé sa place. Alors certes, en l'absence de Moussa Dembélé, mais avec un Paqueta plus devant, ça lui laisse de l'espace et il peut jouer son jeu. Ouais, c'est vachement intéressant ce que propose Oussem Aouar. Et là, avec un Lucas Paqueta qui s'installe en pointe, on voit vraiment une complémentarité entre les deux. Et c'est vrai que face à la défense à 3, la charnière à 3 de Brondby, c'était beaucoup plus dur pour lui d'exister avec Paqueta. Donc ça faisait que 2 joueurs face à 3 défenseurs centraux contre Brondby. Là, c'était une défense à 4 qui était assumée. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu qu'il y avait beaucoup plus d'espace, qu'il y avait beaucoup plus de capacité à faire mal. Toko est resté très proche de la ligne pour empêcher Camara de véritablement venir aider ses centraux et Aouar et Paqueta qui sont deux numéros 10 qui évoluaient comme un numéro 9 mais qui décrochait et un autre numéro 10 qui se projetait beaucoup. Les deux étaient constamment bloqués dans cette interligne-là et emmerdaient énormément les centraux stéphanois. D'ailleurs, c'est une combinaison entre les deux qui va nous donner le but lyonnais, finalement, en première mi-temps. Tu as Paqueta qui va lancer Aouar en orbite côté gauche, et puis Aouar ensuite, comme un grand, va réussir à dribbler, ouvrir son pied droit pour ensuite trouver le petit filet gauche d'Etienne Green. Donc c'est un but vraiment l'un pour l'autre. C'est Paqueta pour Aouar pour le but. Une très belle action. Au final, ça fait le 1-0 qui est vraiment légitime en plus pour l'OL, parce que l'OL a vraiment eu ses occasions en première mi-temps. Typiquement, on peut penser à ces 2 fois où tu as eu un centre de Toko Ekambi, d'abord la louche, puis la reprise de volée pour Oussem Aouar qui va donner lieu à une parade de Green vraiment, vraiment magnifique, d'ailleurs, entre nous, cette parade-là. Tu auras encore une frappe d'Aouar en première mi-temps, tu auras un autre centre de Toko Ekambi pour Aouar, cette fois-ci de la tête, et encore une fois un arrêt d'Etienne Green, vraiment en première mi-temps. C'était beaucoup d'occasions très sérieuses côté lyonnais, et à chaque fois rejetées par des parades et des arrêts de Green qui, je trouve, sont à souligner. Mine de rien, ce gardien-là a vraiment fait la diff en première mi-temps et empêche vraiment l'OL de repartir avec plus de buts dans la musette à l'issue de la première mi-temps. C'est ça qui est frustrant. Surtout que quand tu regardes en deuxième mi-temps, tu as beaucoup moins d'occasions côté lyonnais. Bah, oui. Beaucoup moins d'occasions côté lyonnais, même avant l'exclusion. Même avant l'exclusion, il n'y a vraiment pas grand-chose côté lyonnais. Et à l'inverse, la deuxième mi-temps, j'ai noté quasiment que des occasions pour Saint-Etienne, même avant la fameuse exclusion. On a eu le 1v1 de Bouanga avec Lopez, là, c'était à la 56e par exemple. Et après, c'est que des frappes stéphanoises parce que Lopez s'est fait exclure et que l'OL galère à faire la suite du match en 10 contre 11. C'est rare, tu le dis, mais c'est vrai qu'on a souvent eu l'habitude de voir un OL en diesel qui commençait assez moyennement et qui souvent, par le coaching du coach à la mi-temps, par les entrées, on a vu ça Brondby, fait une deuxième période beaucoup plus aboutie dans la conversion des occasions et dans la capacité à vraiment aller faire mal à l'adversaire. C'était souvent en deuxième période qu'on arrivait à conclure une première période un peu moyenne. Là, c'est l'inverse. Je sais pas, c'est probablement très faux ce que je veux dire. Mais j'ai beaucoup moins de souvenirs de matchs où l'OL a été bon en première période et moins bon en seconde, depuis l'arrivée de Peter Bosz. Et là, c'est quelque chose que j'ai un peu ressenti. Et il faut également donner du crédit à Saint-Etienne.
certes, l'OL a fait une deuxième période moyenne, moins bonne que la première, mais il y a également Saint-Etienne qui a mis beaucoup plus d'ingrédients dans la seconde période et qui a été extrêmement dangereux et qui nous a fait bien mal. Absolument, c'est d'ailleurs de là que vient l'exclusion de Lopez. C'est à force de mettre la pression sur la moitié de terrain lyonnaise, à force de tenter, à force d'avoir des occasions, à force d'avancer, l'OL va subir ces foudres stéphanoises qui vont ensuite donner lieu à l'exclusion de Lopez pour une main vraiment qui est en dehors de la surface, qui n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est vraiment désastreux cette séquence du jeu, parce qu'à la fois tu te retrouves avec un Lopez exclu et ensuite tu as Sainté qui est galvanisé par le public, voilà, qui se dit vraiment il n'y a plus à réfléchir, il faut tout mettre devant et tu vas avoir cette fin de match qui va être haletante pour tout le monde, avec cette fin de match, vraiment ces dernières secondes où tu as le penalty voilà, qui rend tout le monde cinglé. Moi, le premier, vraiment, c'était très, très, très difficile à encaisser ce penalty. Honnêtement, moi, ça m'a mis vraiment en colère ce penalty-là. Surtout qu'il est légitime, c'est ça qui est le plus dommage, je trouve. C'est que tu as un penalty qui est légitime parce que Denayer fait effectivement main. Après, on peut discuter du bien fondé de siffler penalty ou non, mais il y a quelque chose. Ça sort pas de nulle part, ce penalty. Et le fait que Pollersbeck puisse pas l'arrêter, rien à lui dire personnellement à lui, mais les circonstances, on va dire, sont dramatiques, quoi. Ça donne un nul, c'est hyper dommage. C'est occasion manquée, on va dire, pour terminer le match. Et donc derrière ces quatre joueurs offensifs, on avait un Bruno Guimaraes et un Maxence Cacré qui tout de suite ont été dans l'impact, ont été dans le jeu rapide, à une touche, dans la transition, et ont vraiment bien fait le travail de connecter la défense avec l'attaque. Et honnêtement, on avait des vraies attaques éclairs, comme on a pu voir sur ces dernières saisons avec les équipes que Boss a pu entraîner, que ce soit à Dortmund, surtout le Bayer Leverkusen, des attaques en transition vraiment, vraiment efficaces. On pêche un petit peu, comme tu le disais, Tekken, dans la finition, mais il y avait un grand gardien en face. Et puis, dans la défense, une charnière, donc Diomandé-Boateng, un Boateng qui revenait de blessure, qui a fait un match serein, qui est sorti alors. On ne sait pas si c'est, on sait pas trop si c'est sur blessure ou alors si c'est juste pour le faire souffler vu qu'il revient, il revient d'une blessure. En tout cas, une charnière que j'ai trouvée très sereine, un Boateng qui a fait, je pense, son meilleur match depuis qu'il est rentré, depuis qu'il est arrivé à l'OL, pardon. Et puis sur les latéraux, Enrique et Léo Dubois. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, mais j'ai trouvé un petit peu, surtout à droite, du côté de Dubois, que c'était open space, quoi. Non, les deux ont été en grande difficulté, je trouve. Enrique, on en parlait parce qu'on a regardé le match ensemble avec Tekken. Il y avait vraiment ce sentiment qu'il n'était pas serein et qu'il était un peu, non pas esselé, mais qu'il était un peu perdu parfois dans son positionnement. Et c'est vraiment l'un des points tactiques sur lequel l'OL a vraiment perdu cette rencontre, même si c'est un match nul à la fin. C'est également dans cette relation latérale centrale. Il y a eu beaucoup de ballons dans le dos des latéraux qui ont fait beaucoup de mal. Et au final, c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que Enrique, finalement, qui n'a jamais joué en match officiel, en titulaire, pendant 90 minutes, le mettre 90 minutes maintenant, c'est pas quelque chose qu'on pouvait de toute façon ne pas faire, c'est-à-dire on est obligé de le faire comme ça. Finalement, est-ce qu'on n'a pas payé le prix d'avoir aussi peu de complémentarité avec le latéral? Je crois qu'il y a plus de 20 centres côté Stéphano, ils sont beaucoup placés par les ailes, parce qu'il y avait cette délicatesse au niveau de nos latéraux. Et c'est vrai que Boateng, qui était sur le côté de Léo Dubois, a également évolué côté gauche, a été blessé, est revenu. On sent que ce n'est pas encore des automatismes qui sont vraiment bien créés entre eux. Et il va falloir travailler ça parce qu'il y a beaucoup trop de ballons qui auraient pu être mieux exploités si jamais il y avait vraiment des ailiers avec une grande percussion. Et Bouanga Nordin étaient déjà des ailiers de très grande qualité dans ce secteur-là. On peut se rappeler de la frappe de Nordin en première période, qui est exactement ce cas-là. Enrique qui fait un recul frein un peu bizarre, Nordin qui en profite et frappe, arrêt magnifique de Lopez, et là on a une bénédiction de Wabi Kazri qui met sa tête sur le poteau alors que le but est ouvert. Enfin, c'est incroyable. C'est ça. Ils ne prennent pas ce but à ce moment-là, et ça vient encore une fois de cette délicatesse entre le latéral et le central. Mais sur cette action, tu vois, Enrique, il fait recul frein, mais pas frein en fait. Il fait que reculer.
Et c'est ça qui permet à Nordin d'avoir l'espace pour ensuite déclencher la frappe. Heureusement, ensuite, que Kazri se trouve complètement sur sa tête et vraiment, c'est un miracle et l'OL revient d'entre les morts sur cette situation-là. Mais tu te dis, bon, Enrique, c'est difficile, on va dire. C'est peut-être que c'est un joueur qui a montré ce soir son plafond de verre. C'est-à-dire que il peut être décent, il peut faire le job, juste faire le job, mais après, si on lui en demande plus, c'est là qu'on voit un petit peu que manifestement, c'est un joueur qui a quelques limites, quoi. Donc ça va faire le taf, on va dire, pour les rares fois où Emerson ne pourra pas jouer, mais on va dire qu'Enrique, c'est peut-être un petit peu juste. C'est ça qui va être dommage, c'est que tu as un joueur qui a des limites et dans les soirs comme ça où c'est très intense, où c'est vraiment l'équipe en face est vraiment hyper motivée, hyper déterminée, galvanisée par le public, tout ça, c'est là que tu vois qu'Enrique est un petit peu moyen. Mm. Et c'est très dommage. D'ailleurs, ça se voyait hein, sur son regard en fin de match. Hein. Enrique, il était là en mode pourvu que ça s'arrête. Lui, il était déjà rentré chez lui hein, dans sa tête. Il n'en pouvait plus. De l'autre côté, par contre, pour Dubois, c'est ça, moi, qui va m'embêter beaucoup plus. C'est que Dubois, lui, par contre, est aguerri en Ligue 1, a des sélections en équipe de France, et patati et patata, le mec est même capitaine de l'équipe, tout ça, on peut en faire des caisses là, à ce sujet-là. Et pourtant, il est pas serein défensivement, Dubois. Mm. Combien de fois on voit des situations où on se dit bon, Dubois, c'est limite, et tu peux pas avoir deux latéraux comme ça qui ne transpirent pas la sérénité dans un match où tu es autant pressé sur la fin, tu vois. Parce que tu as Diomandé et Boateng qui ont fait vraiment un match très solide dans la fiabilité défensive. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils font un match aussi serein? Pardon, qu'est-ce qui fait qu'ils s'illustrent autant sur ce match? C'est parce que tu as des boulevards sur les ailes qui rappellent un petit peu ce qu'on a connu la saison dernière où on avait à gauche Cornet et on connaît Cornet défensivement, bah voilà, c'était terrible. Et ce soir, j'ai revu un petit peu ces visions d'horreur-là. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. C'est malheureusement à cause de ça qu'on se met en difficulté, à cause de passes non maîtrisées. Après, quand on arrive avec le ballon sur le côté droit ou le côté gauche, les joueurs sont enfermés. Alors, les Stéphanois ont fait un pressing tout à fait correct, mais on doit s'en sortir mieux. Et on sait je vais y arriver. On sait mieux s'en sortir que ça. On l'a fait les derniers matchs, mais avec d'autres joueurs, un Malo Gusto notamment contre Paris qui savait faire ça, qui savait donner cette solidité défensive tout en donnant un impact offensivement. Et puis malheureusement, côté gauche, Emerson qui, suite à son carton rouge et à ce fait d'arbitrage, on va pas y revenir, doit manquer le derby. C'est les 90 premières minutes le premier match de Enrique en Ligue 1 où il était titulaire, je crois. Oui, Ouais, c'était une première titularisation. Il avait déjà fait des rentrées en jeu face à Lorient lors du rouge d'Emerson et face à Angers, où à ce moment-là, c'était Maxwell Cornet qui avait pris son carton rouge. Il était rentré que parce qu'on manquait de quelqu'un de côté gauche et que la personne qui était censée être côté gauche était affinée avec un carton rouge. Ça, c'est très très compliqué, quoi. Et c'est vrai que bon, on peut parler du niveau d'Enrique. Et c'est vrai que tout à l'heure, toi, Tekken, t'as parlé également du fait que les latéraux pouvaient dévoiler un peu plus la charnière centrale, qui du coup, c'est plus illustré. Moi, il y a autre chose sur lequel j'ai eu un peu plus de difficultés, et c'est un peu un effet pervers du positionnement tactique qu'a voulu proposer Peter Bosz ce soir, avec un Enrique qui est un latéral très moins porté sur l'offensive. J'essaie de mettre un peu les euphémismes. On a forcément vu un Enrique qui allait chercher beaucoup plus à réaxer, qui a permis d'avoir une relance déjà à 3. On sait que l'OL aime bien relancer à 3 et que souvent c'est soit Bruno, soit Maxence qui viennent décrocher entre les deux centraux pour venir amener ce surnombre et pouvoir relancer face à l'attaque à 2, enfin au pressing à 2, qui était le pressing de Boudbouz, même si Boudbouz est un temps plus bas, et de Kazri. Et au final, ça a Enrique qui s'en est occupé. Ça a permis de laisser Bruno et Maxence être beaucoup plus haut, ne servir qu'à décrocher quand il y en avait besoin au final. C'est vraiment quand il y avait besoin, parce que les axes étaient bouchés, là il décrochait, mais sinon il décrochait pas. Et ça faisait que l'équipe, parfois, à certains moments, pouvait être un peu coupée en deux, lorsqu'il y avait une perte de balle assez haute et que les deux milieux, Bruno et Maxence, se projetaient beaucoup. Et ça, c'est vraiment un souci.
parce qu'au final, ça te crée une véritable faiblesse, surtout quand tu sais que tu as Bouanga et Nordin qui sont deux ailiers hyper rapides côté Stéphane. Alors, Absolument, ouais. on va revenir un petit peu au match et Tekken, je te propose de faire comme on fait d'habitude en live, un petit peu la suite des moments forts des actions du match. Alors pour ce qui est des moments forts, on a eu droit à un petit peu de tout sur ce match, c'est ça qui est plutôt pas mal dans la variété. On a eu des buts hors jeu pour les deux équipes, mais sinon, on a commencé avec une première mi-temps, on en a déjà un petit peu parlé, qui était vraiment très intense avec énormément d'occasions. On a déjà parlé de la frappe d'Awar qui va découler pardon, d'une louche de Toko Ekambi et on va voir Green qui va faire une superbe parade. On a la même action quelques minutes après avec un autre centre de Toko Ekambi vers Awar, cette fois-ci qui va reprendre de la tête et où Green va de nouveau s'illustrer. Ensuite, pour clôturer la première mi-temps un petit peu, on a le but où c'est Paqueta qui va vraiment lancer Awar en orbite côté gauche pour que Awar ensuite puisse frapper côté droit, frapper pied droit pardon, dans le petit filet gauche de Green et inscrire le 1-0 avec une petite célébration qui nous aura tous ravis, j'en suis sûr. Et par contre, sur la deuxième mi-temps, c'est là où le bas blesse côté lyonnais, c'est que y a malheureusement plus d'occasions très sérieuses. Et c'est assez problématique, on va dire, parce que même sur les 20 minutes avant le carton rouge de Lopez, donc au sein de cette deuxième mi-temps, il n'y a que des occasions stéphanoises en fait. On a la tête de Casery sur le centre de Camara qui finit juste à côté. On a Bouanga qui est en 1v1 contre Lopez. Heureusement que Lopez sort le ballon parce que c'était très très chaud comme situation. Et c'est d'ailleurs pour faire écho aux propos de Melt juste avant, c'est sur un contre où l'OL s'est retrouvé coupé en deux qu'il y a eu cette action-là. Et ça fait un petit peu mal une fois qu'on l'analyse comme ça, un petit peu à froid. Ensuite, on avait une reprise magnifique, vraiment, de Gourna, le nouvel entrant côté stéphanois, qui va atterrir sur la barre et qui aurait pu rentrer si Paul Rosbeck n'avait pas eu de chance. Heureusement, le ballon rebondit devant son nez et le gardien allemand peut s'en saisir parce que sinon, c'était catastrophe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est plein de frappes à côté. Voilà. Ouais, voilà, c'est plein de frappes pêle-mêle qui terminent à côté ou qui sont captées sans trop de difficulté par Paul Rosbeck. Et là, on arrive au drame, au moment fatidique de ce match avec à la 90 plus 5. Donc vraiment, on était au bout du temps additionnel. Et on a Denayer qui fait cette espèce de main un peu bizarre sur la reprise de la tête de je ne sais plus qui d'ailleurs, de Casery, je crois. L'arbitre qui va voir la VAR et qui. C'est difficile. Je suis vraiment embêté sur cette situation parce que je me mets à la place de l'arbitre. Ça doit être très difficile de prendre une décision. Au final, il regarde la VAR, machin, il met penalty. Casery le transforme. Enfin, c'est dramatique. Et puis ça fait 1-1 et le match s'arrête comme ça, quoi. C'est très difficile. Ouais. Parce que l'OL a eu des occasions en première période. Et les premières réactions, que ce soit Peter Bosz, que ce soit Cacré, que ce soit Oussama Aouar, que j'ai déjà qu'on peut commencer à voir émerger en réaction d'après-match, voilà, le discours est semblable. C'est que le résultat est inacceptable quand on voit qu'on a autant d'actions, qu'on n'arrive pas à concrétiser surtout. L'action, moi, celle qui me fait mal aussi, c'est que l'action juste avant que Lopez prenne son carton rouge, on est de l'autre côté et c'est un ballon en profondeur magnifique pour Oussama Aouar qui tente de crocheter, qui fait un crochet pour se remettre sur son pied droit et finalement il y a Etienne Green qui sort dans ses pieds, mais à une demi-seconde près, il était capable de l'éliminer et de mettre le deuxième but et là le scénario changeait totalement, donc c'est cruel, mais voilà, c'est comme ça. C'est cruel. Et au niveau des expected goals, alors je sais pas si vous vous attendiez, en tout cas moi ça m'a un petit peu surpris. Saint-Etienne est à 2,2 expected goals sur ce match, tandis que l'OL est à 1,2. Vos réactions? Après, il faut dire quand même que le penalty oui. fait la Ouais. Le penalty, ça fait une équivalence en termes de expected goals. Et honnêtement, je trouve ça parfaitement légitime, cette égalité dans les expected goals une fois qu'on a corrigé du penalty, parce que finalement, Saint-Etienne a eu beaucoup de situations de frappe. Ah bah, la majorité est en deuxième mi-temps, mais il y en a quand même eu aussi en première mi-temps, et c'était souvent cadré, tu vois. Donc le compteur de X-Goals monte un petit peu, et c'est totalement normal finalement. Sur la shot map que j'ai, donc la map, la carte de tir que j'ai devant les yeux, c'est vraiment flagrant.
Saint-Étienne a au moins une dizaine de tirs dans la surface. Ce qui fait évidemment grimper le nombre le score de Gizioz, alors que l'OL, en prenant en compte le but, est à 5 tirs dans la surface, 3 tirs hors de la surface, et c'est tout. L'OL n'a pas été n'a pas eu pléthore d'occasions. Ils ont eu quelques occasions franches, mais il n'y a pas eu 20 tirs. C'est pas un match comme Brøndby où on finit avec plus de 30 tirs et où on a dominé l'adversaire de la tête et des épaules. Non, ce qui est beaucoup plus rageant, c'est qu'on a 3-4 occasions franches, véritablement, où on doit vraiment faire la différence. Je repense à cette frappe d'Aouar. Je repense au but hors-jeu de Shaqiri, où au final, même si on arrive à marquer et que le but est hors-jeu, quand on regarde l'action, si jamais Paqueta qui est hors-jeu ne vient pas prendre le ballon, tu as une passe en profondeur magnifique dans la course pour, je crois que c'est encore pour Aouar, ou ça doit être pour Toko, qui si jamais le ballon n'est pas chippé par Paqueta, Toko peut en une seule touche fusiller Green. Enfin, c'est voilà. Et c'est encore une fois, on est à une petite passe ou à un contrôle d'avoir une occasion à 0,60 minimum d'X-Calls et bien évidemment d'avoir une véritable occasion. Ouais, ce match fait un petit peu penser, alors je sais plus si c'est contre Lorient ou contre Paris, enfin il y avait eu un match récemment en Ligue 1 où l'OL avait eu beaucoup d'occasions mais n'en avait pas converti énormément et avait finalement perdu des points à l'issue du match, mais je me rappelle plus lequel c'était. C'était peut-être contre Lorient, je me rappelle plus exactement. Bon, peu importe. J'ai malheureusement envie de dire que c'est souvent le cas ces derniers matchs avec l'OL. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un OL qui encaisse des buts, mais qui pourrait en marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et donc à chaque fois prendre les 3 points et sans forcément faire de clean sheet à chaque fois. Et au final, on se rend compte qu'à l'issue là des 9 premières journées de championnat, il y a quoi? Il y a 14 buts marqués, c'est pas suffisant. Il y a un problème qui est vraiment visible en termes de finition. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que tu regardes, en termes de possession, l'OL domine quasiment à chaque fois ses adversaires. En termes de tir cadré, c'est pas forcément toujours le cas, et c'est ça qui est dommage un petit peu. C'est qu'il y a effectivement un contrôle au milieu, mais ce moment où il faut faire la transition entre milieu et surface adverse pour trouver la ligne offensive se fait un petit peu difficilement, quoi. Alors quand il faut déclencher une frappe ou être à la conclusion d'une action, là, il n'y a plus personne, hein. Là, c'est très difficile à ce moment-là. Et en termes défensifs, c'est un petit peu le cas aussi. On voit. Alors, faudrait voir un petit peu sur tous les buts qu'on a pu se prendre depuis le début de la saison. Mais j'ai l'impression que 3/4 des buts concédés sont la conséquence d'une perte de balles au milieu de terrain et d'un contre. Et c'est le cas encore aujourd'hui sur plein d'occasions stéphanoises. Heureusement qu'il y a eu quelques arrêts. Je me souviens d'une barre transversale qui a tremblé, d'un poteau. Ça s'est joué à pas grand chose aussi. Du côté stéphanois, ça aurait pu aussi être plus efficace, même si en première mi-temps, l'OL avait tout le temps le ballon. Oui, l'OL termine avec la possession. Hein. Globalement, on a plus de 60, près de 55% de possession, si je ne dis pas de bêtises. On a conservé le ballon la plupart du temps. Et c'était vachement intéressant. Il y avait des circuits. Et c'est ça qui est encore une fois qui est aussi triste. C'est que, typiquement, quand on voit le système avec Paqueta et Aouar qui étaient quasiment deux numéros 9, deux numéros 10 qui étaient dans l'intervalle, avoir Bruno et Maxence Cacré qui étaient capables de décrocher et qui avaient avec eux Riyad Boudbouz et souvent soit Zedou Youssou, soit Neyou qui étaient capables de venir accompagner au pressing pour ne pas laisser Cacré et Bruno se retourner, ça faisait que tu avais cette ligne de passe verticale pour Boateng ou pour Diomandé qui était très souvent ouverte, et très souvent on a vu l'un des deux centraux aller toucher directement Paqueta ou Aouar en cassant deux lignes, quoi. Et quand tu as cassé deux lignes, que tu es quasiment en 4 contre 4 ou 4 contre 5, même si tu es en infériorité numérique, une fois que tu as cassé deux lignes, tu dois faire la différence. Et encore une fois, c'est ce que disait Peter Bosz en conférence de presse avant le match. L'OL a des difficultés dans l'avant-dernière passe, dans l'avant-avant-dernière passe, et l'OL perd encore trop de ballons au milieu de terrain. C'est deux problèmes qui ont été identifiés et rappelés par le coach lors de la précédente conférence de presse en avant-match.
Et encore une fois, on peut le dire ce soir. C'est ça qui est terrible. Alors, messieurs, d'habitude, on a l'habitude de noter les joueurs avec les personnes qui nous écoutent et qui sont en live avec nous, mais sur YouTube. Étant donné que ce soir, exceptionnellement, on n'est pas sur YouTube, on est uniquement en Space, je propose qu'on fasse uniquement nos top flops et que au niveau des notations, vous puissiez les retrouver uniquement dans le débrief qui sera publié sur le compte Twitter demain. Alors, j'arrive jamais à savoir l'heure précise, mais demain dans la fin d'après-midi, dans la soirée. Vous en pensez quoi? Ça me paraît bien. Ouais, je suis d'accord aussi. Ok, et ben, allez, Melt, toi qui, pour ton premier après-match, je crois, pour remplacer Ferran ce soir, quel est ton top et quel est ton flop dans ce match? Alors, j'ai commencé par le flop. C'est dommage parce qu'il est un peu le responsable, enfin pas le responsable, mais il paye le prix finalement de tous les événements, un peu comme face à Lorient, c'est Xherdan Shaqiri. Qui pour moi n'a pas été encore une fois à la hauteur. On a vu beaucoup de Stocco proposer et même le long de la ligne être vraiment dangereux, avoir une véritable capacité d'élimination sur Camara et sur Moukoudi. On l'a vu plusieurs fois également réaxer et se trouver dans l'axe à jouer le ballon de la tête. Shaqiri n'a pas du tout fait ça. Shaqiri a essayé de beaucoup plus demander dans les pieds, sauf que dans son secteur préférentiel, il avait déjà Lucas Paqueta ou Samawar. Donc ses seuls moyens d'exister, ça aurait été de marcher sur leur bande aussi à lui, si je puis dire, à eux. Et donc au final, il n'a pas été à la hauteur. Donc, moi, Shaqiri en flop. Et en top, je vais mettre Sinali Diomandé qui a fait un match parfait, je trouve, quasiment en tout point. Il a été très présent quand il fallait dans les interventions, c'était bien ça. Il a eu cette clairvoyance sur beaucoup d'occasions et peut-être le seul moment, il faudra revoir les actions parce que c'est trop récent et on a trop peu revu les occasions pour vraiment avoir un avis dessus, mais pour revoir sa responsabilité sur le rouge de Lopez et sur la balle en profondeur qui part pour Boutbouz, je crois, ou pour Kazri. Parce qu'il y a peut-être une erreur d'alignement, mais c'est peut-être la seule erreur qu'il fait sur ce match et l'une des seules erreurs qu'il fait depuis les quelques matchs où il a joué. On n'avait ni Boateng, ni Denayer, et parfois l'un des deux était absent lors des derniers matchs, il a toujours été là. Et à chaque fois, c'est avec de la grande qualité. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi pour Diomandé et pour Shaqiri. De mon côté, j'aimerais souligner en top Jérôme Boateng que j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé hyper convaincant et décisif sur ce match. Honnêtement, t'en as parlé, Melt, sur les lignes de passe verticales qui étaient trouvées. C'est vraiment quelque chose de très, très bien qu'on a vu de la part de Jérôme Boateng. Et alors sur l'aspect défensif, moi, c'est ça vraiment qui m'a ravi ce soir. Il était partout. Boateng était absolument partout, que ce soit dans les pieds, que ce soit sur le duel aérien, que ce soit à l'anticipation pour bloquer une passe longue stéphanoise. Et vraiment, ce soir, il transpirait la sérénité. Et c'est vraiment sur ce match-là que je me suis dit, mince, on a vraiment recruté un top player. Autant sur les matchs avant, il était un petit peu inhibé, peut-être physiquement aussi, c'était pas encore ça et tout. Et là, ce soir, effectivement, on a vu que physiquement, bah, c'était toujours pas ça, puisqu'il est sorti aux alentours de la 70e minute. Mais alors, les 70 minutes qu'il a produites, c'est top niveau et c'est hyper agréable à voir, sachant que euh, sur ses premiers matchs, c'était un petit peu mitigé, on va dire. Il y avait du bon, du moins bon. Là, ce soir, c'est exclusivement que du bon finalement. Et c'est hyper agréable à noter, hein. Sincèrement. Boateng, meilleur match depuis qu'il est arrivé, c'est définitif. Et j'adore, enfin, vraiment très très bien. Faut absolument le mettre au frigo pendant la trêve pour vérifier qu'il se blesse pas et qu'il soit au top niveau physique pour reprendre ensuite, parce que vraiment ce joueur est magnifique, hein. Vraiment, donc bravo pour Boateng. Concernant le flop, je suis embêté parce que je pensais à Shaqiri, je pensais aussi à Dubois et je pensais aussi à Lopez. Mine de rien, Lopez, c'est un peu cruel pour lui, je sais ce que vous allez me dire, parce qu'effectivement, il fait des arrêts en première mi-temps et c'est très bien. Mais alors la main qu'il fait est absolument dramatique, d'autant plus que ça se voit qu'elle est volontaire. Ça se voit qu'il essaye de lancer son bras un petit peu pour augmenter la surface de son corps et empêcher. Je crois que c'était Kazri ou Bouanga, j'ai un doute sur qui c'est qui tirait sur cette action-là.
Mais c'est dramatique. Enfin, et le rouge qui se prend a une conséquence terrible. Enfin, ça m'embête vraiment, mais Lopez mérite un petit coup de flop, hein, sur ce match. Mm. C'est vrai que sa sortie, bon, il y avait autre chose à faire. Des fois, il est premier sur le ballon et ça évite vraiment d'avoir un duel où c'est du 50-50. Malheureusement, ici, pour son premier carton rouge en Ligue 1, d'ailleurs, je pensais qu'il en avait reçu dans ses précédentes Mais non, saisons. Mais sa réputation précède. c'est vrai qu'il a réussi à échapper. Je crois que son dernier carton rouge, ça remontait à il y a quelques années en Champions League contre le Barça où il y avait eu Gorgelin qui l'avait remplacé. C'était un rouge à cette époque-là? C'était pas qu'il était sorti Je blessé? crois que c'était une blessure, mais bon, Ah, peu importe. C'est pas... c'était une blessure? D'accord. Mais oui, c'est vrai que Anthony Lopez, premier rouge en Ligue 1. Bon, au moins il a déverrouillé le compteur. Euh, je vais commencer par mon flop. T'en as un petit peu parlé. C'est le Dubois qui, parmi l'ensemble des joueurs qui, qui sont au niveau, enfin qui sont là depuis, qui sont restés à l'OL et qui sont dans le 11 titulaire, Dubois, de tous les titulaires, en tout cas pour le moment, n'est absolument pas au niveau des autres. Il est même en dessous. Le nombre de fois qu'il s'est fait prendre de vitesse, j'arrive même plus à compter. Bon, sachant que là, il est sélectionné avec l'équipe de France, qui pourra pas travailler c'est l'aspect tactique pendant la trêve. Je vois pas dans quel monde Malo Gusto ne finit pas devant lui dans l'organisation en tant que latéral gauche. Enfin, bref, on verra ça dans la suite, surtout que Malo fait plutôt une bonne rentrée. Certes, il n'a pas joué énormément de temps, mais en tout cas, c'était tout de suite plus rassurant que Léo Dubois. Donc voilà, Dubois en flop ce soir. Et en top, alors j'hésite. J'hésite entre Si Maxence jamais tu Cacré. choisis pas le joueur. Dis-moi. Ah, ok, bah, vas-y, dis-le, et de toute façon, j'aurai une mention spéciale à faire après. Ça marche. Et voilà, j'hésite entre Maxence Cacré et Lucas Paqueta. Lucas plus dans la grinta, l'envie. Tu voyais que la définition du derby, il la connaissait. Vraiment, juste au regard, tu vois. Juste au regard, aux courses. Le fait de motiver de modifier toute l'équipe et tout, c'est vraiment flagrant l'implication qu'il avait dans ce match et même au niveau de son poste, au niveau du dispositif tactique. C'est son troisième match, je crois, à ce poste de numéro 9, faux 9, en tout cas d'appui en attaquant central. Et il le fait de mieux en mieux, sachant que c'est pas forcément facile, surtout pour un derby où tu as beaucoup de pression de la part des Stéphanois. Enfin, voilà, pas forcément. Alors, à la frontière du top, je sais pas trop. C'est lui qui fait la passe décisive, je crois, pour Oussem Aouar. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, Lucas Paqueta, encore une fois cette saison, très bon match. Dans la transition, pareil. Et en parlant de transition, je voulais aussi parler de Maxence Cacré qui, certes, a fait une ou deux pertes de balles, mais dans le jeu transition, dans le jeu avec son corps, c'est magnifique. C'est le nombre de Stéphanois qui sont retrouvés par terre juste parce qu'ils faisaient des changements d'appui. C'est vraiment le Après, la poussette est détonateur pas de l'OL. Non, alors du coup, oui, c'est vrai que tu as parlé de Paqueta, de Cacré, Tekken, tu as évoqué avec moi la charnière centrale. Pour moi, on peut pas ne pas parler du match de Semawar aussi. Qui, c'est vrai. Ce soir, j'ai presque envie de dire, tiens, son match référence à l'OL. C'est terrible, hein, parce que c'est un match nul, mais dans l'implication, dans le mouvement, dans le placement sur le terrain, c'est là où il est le meilleur. Et c'est vraiment dans ce rôle-là de numéro 10 où vraiment il doit s'épanouir et où il doit vraiment faire le travail. Et c'est là où j'imagine
Et plus qu'imaginer, je rêve de voir un attaquant qui ne sera pas Lucas Paqueta à côté de lui, qui sera un véritable numéro 9, qui a beaucoup plus cette capacité à avoir un jeu de corps et un jeu de vision, avec beaucoup plus de vista. Je le dis clairement, pour moi je pense à Alexandre Lacazette. Mais tu mets Alexandre Lacazette en pointe avec Oussama Aouar en son soutien, et tu décales Paqueta à droite vu les performances médiocres de Shaqiri, et tu as une équipe qui est monstrueuse. Parce que tu as un Oussama Aouar qui est un véritable tour de contrôle, qui se projette, qui arrive à jouer dans les pieds gauche, pied droit. Il a quasiment les deux pieds, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais je trouve qu'il est très polyvalent de ce côté-là aussi. Et même de la tête. On lui trouve des qualités de tête, comme on trouve des qualités de centre avec Toko Ekambi d'ailleurs. Le but contre Brøndby pour Aouar. Contre Brøndby, et puis surtout, je suis désolé, mais l'action, enfin, il y a les deux actions que tu as citées tout à l'heure, Taken, où Toko Ekambi est côté gauche et fait une louche, et ensuite centre pour et la reprise de volée et la tête d'Aouar. C'est terrifiant qu'il n'ait pas une seule des deux qui arrive à faire but. C'est vraiment dommage. Donc Aouar aussi, même si on ne le compte pas comme un top, une très grosse mention spéciale parce qu'il fait un match de patron. Ouais, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je pense que j'aurais dû en parler aussi parce que j'ai pensé d'abord à Boateng parce que c'est celui vraiment qui m'a le plus ébloui ce soir parce qu'on l'a beaucoup vu sur les interventions défensives. Mais c'est vrai que Aouar a été très très bon. Honnêtement, dans la lignée finalement de son match contre Brøndby en semaine, c'était le même Aouar, vraiment hyper impliqué, en réussite sur ses passes et sur ses transitions. Le seul point négatif vraiment, comme contre Brøndby finalement, c'est sur la finition, quoi. Et tout à l'heure, on discutait de l'OL qui pêche vraiment dans le dernier tiers à la finition. Aouar, c'est un petit peu le parangon de ça, quoi. C'est l'incarnation même du manque de l'OL à la finition. Ce côté où tu as beaucoup d'occasions et il y en a absolument aucune qui rentre, quoi. C'est difficile pour Aouar sur ce point-là, malheureusement. D'autant plus qu'on sait C'est que sur dommage. tous les points avant, il est très très fort en fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a vraiment, que ce soit défensivement, au milieu et dans la projection, il y a vraiment tout qui fonctionne, sauf au côté finition. Et en fait, on n'a pas de vrais finisseurs. Ceux qu'on pourrait avoir sont blessés. Et celui Ça, qu'on aurait dû recruter pendant le mercato estival n'est finalement pas arrivé. Et on voit tout de suite qu'il y a un manque dans le jeu. le but que Dembélé te met contre Strasbourg, là, du pied gauche, où c'est vraiment sorti de nulle part, il est en extension, il réussit à lober le gardien Cels sur ce but-là. Ça, c'est un but vraiment qui est spécifique pour les numéros 9, limite, ou alors pour les autres joueurs, mais avec un degré de chance inouï. Là, dans l'effectif, une fois que Dembélé est out pour blessure, qui est capable de te mettre un but comme ça? Bah, on l'a vu, hein, personne. C'est que des buts conventionnels sinon qui vont arriver. Et le C'est vrai. déficit de buts que tu marques pas et qui t'empêche voilà, d'avoir des points se ressent. Et c'est ça qui est vraiment très frustrant, d'autant plus que tu sais que l'OL est capable de dominer au milieu, d'avoir la possession et de se créer des situations. Mm. Exactement. Et je propose qu'on se projette un petit peu sur la suite, sachant qu'on entre en trêve internationale avec les matchs de l'équipe de France. Une trêve internationale qui va durer 2 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Et cette trêve qui va être vraiment, qui va démarrer, enfin plutôt qui va se conclure par une période pour l'OL qui va être structurante. Hein. Structurante tant en Ligue 1 qu'en Europa League. On commence avec la Ligue 1 où tu as le choc vraiment contre Monaco, avec du coup un Anthony Lopez qui sera absent, avec son carton rouge, quasiment sûr. Une fois que tu as passé Monaco, tu vas recevoir le Slavia Prague, enfin tu vas te déplacer pardon, à Prague, et ensuite tu vas avoir un match de Ligue 1 de nouveau contre Nice. Donc tu vas enchaîner Nice après le Slavia Prague et après Monaco, donc ça te fait déjà une reprise plutôt épicée. Ensuite, tu auras Lens, le match retour contre le Slavia Prague, Sparta Prague, pardon. Je confonds tout le temps ces deux-là. Sparta Prague. Ensuite, match contre Rennes et ensuite match contre Marseille. Enfin, il y a que des chocs en fait sur cette période-là. Que des chocs sur le mois de novembre. Ouais. Quand on prend en compte la Ligue Europa, les deux matchs contre Sparta sont hyper importants parce que si tu gagnes les deux, t'es premier, c'est tranquille pour les deux derniers matchs face à Brøndby et aux Rangers. Absolument. Donc il n'y a aucune impasse qui est possible, surtout quand on a un enchaînement tous les 3 jours, il n'y a aucune impasse qui est possible à faire sur ces matchs de Ligue Europa. D'autant que c'est encore plus important cette année de terminer premier et pas deuxième de groupe, parce que tu as cette phase de
De barrage, ouais. D'accession plus que de 16e de finale. Et en Ligue 1, quand même, Monaco, qui, avec le résultat nul d'aujourd'hui, passe devant nous, puisque Monaco est maintenant 6e de Ligue 1. Ensuite, Nice, qui est 3e de Ligue 1. Lens, qui est 2e de Ligue 1. Et ensuite, on a, je crois, Rennes, qui est certes derrière, mais qui est quand même un adversaire européen. Ah, bah, tu paries. Marseille, qui est encore devant nous. C'est ça, ouais. C'est un enchaînement de 5 clubs qui peuvent se battre pour la Ligue des Champions, ou en tout cas, pour sûr, pour la Ligue Europa. C'est des concurrents directs. Et ce qui est tragique en plus sur cette affaire, c'est que finalement, quand tu regardes un peu les 9 matchs de Ligue 1 que l'OL a eu, à part le PSG, t'as quasiment que des équipes de deuxième partie de tableau. Donc ça te fait 8 équipes du bottom 10 que tu as déjà joué sur la phase aller, et où tu as même pas été fichu de faire plus de 3 victoires. J'irai même plus loin. Moi, ce qui me fait très mal, quand on voit le jeu proposé en différence entre les deux clubs, quand on regarde les deux clubs, et quand tu vois le jeu proposé, les intentions de l'un et de l'autre, l'OL est derrière Nantes. Ouais, ça pique, hein. C'est mal. Et au final, 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites, dont une défaite qu'on prend et qu'on mérite à 100%. 3-0 face à Angers, de toute façon, c'était la défaite qu'il fallait avoir pour avoir l'électrochoc. Absolument. La défaite face à Paris, qui est totalement imméritée. Voilà. Et même avec seulement 2 défaites, on a une différence de but de +1 uniquement, quoi. On n'arrive pas à gagner et à faire vraiment ce step en avant, quoi. Bah, la seule fois où tu mets 2 buts d'écart, c'est contre 3 finalement, et contre Strasbourg. Ouais, mais sinon, le reste, c'est une fessée à Angers, et après que des matchs nuls, malheureusement. Et une victoire vraiment par 1 but d'écart contre Nantes, risible, tu vois. À l'arraché total. Voilà, alors que tu dois plier et terminer avec minimum vraiment 2 buts d'écart. C'est ça qui est vraiment dommage. Au final, il te reste sur la phase aller une dizaine de matchs à jouer, dont 7 ou 8 contre des grosses équipes, quoi. Affronté Lens, t'as pas affronté Nice, t'as pas affronté Marseille, t'as pas affronté Monaco, t'as pas affronté Lille, t'as pas affronté Rennes. Ça fait 7 déjà. Il doit te rester quoi? Il doit te rester Bordeaux, Reims et Montpellier. C'est ça. Donc ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile en termes de calendrier. Après, je me rassure quand même un petit peu, parce que j'ai vraiment la sensation, et on l'a vu avec le match contre Paris, que cet OL-là est capable de battre n'importe qui. Et ça, c'est une vraie force. Ce sera vraiment à observer, hein, tout ce calendrier qui va s'articuler jusqu'à la fin de l'année avec beaucoup de matchs. À voir les blessures aussi, on espère évidemment qu'on va réussir à minimiser tout ça, mais ce sera évidemment à regarder d'un coin de l'œil. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, le tour des... Ah si. Dis-moi, un dernier petit truc sur lequel je descends. 2 petits trucs. Premier truc, et c'est vraiment genre des appels. J'implore la communauté, moi, dans un space avec 10 personnes. Donc ça, vraiment, voilà. S'il vous plaît, ne tombez pas sur Lopez parce qu'il fait une erreur ce soir. Il nous fait un début de saison de cinglé. C'est la première chose. Il fait une erreur qui est conne. Ouais, ça ne remet pas en cause tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Et deuxième chose, Peter Bosz a sa part de responsabilité dans la défaite et dans le coaching. Mais le coaching est en grande partie décidé par le rouge, qui est vraiment le coup de massue qu'on prend qui est terrible. Et puis voilà, je pense qu'on va conclure ce space, cet après-match ici. Merci de nous avoir suivis à tous ceux qui sont là depuis le début.